Bonjour, cette vidéo fait partie d'une série dédiée à la gestion du stress et aux risques psychosociaux au niveau personnel ou dans le cadre de l'entreprise. Elle fait partie d'une série de vidéos mises à disposition par l'organisme École du Stress. Nous formons des relaxologues, vous trouverez de plus amples informations sur notre site écoledustress.com. Dans cette vidéo, nous nous centrons essentiellement sur le fonctionnement du stress. Vous y découvrirez sa définition car il y en a plusieurs et la façon dont il fonctionne. D'autres vidéos sont consacrées aux causes, aux solutions, aux actions et techniques évidemment que l'on peut mettre en place, que ce soit dans un objectif personnel ou professionnel. Je vous invite dès maintenant à mettre cette vidéo en pause et à réfléchir à la définition que vous-même vous donneriez au mot stress. Le stress, pour vous, c'est quoi? Quand vous aurez répondu à cette question, vous pourrez comparer votre idée à notre proposition dans la diapositive suivante. Dès le XIXe siècle, Darwin avait mis en évidence que le corps a les moyens de se mobiliser pour survivre ou s'adapter, notamment grâce à la peur et dans les aspects positifs de celle-ci. Les émotions sont d'ailleurs une thématique que nous aborderons dans une autre vidéo. Plus tard, une autre référence est le Canadien Hans Selye, 1907-1982, dont certains d'ailleurs attribuent à ce Canadien l'origine du mot stress, dont l'étymologie viendrait de stritus, serrement de gorge. Selon cette approche, la relation entre le stress et le corps, du coup, devient incontournable. Je vous invite d'ailleurs à regarder un film qui se nomme Mon oncle d'Amérique. Vous y verrez les expériences d'un autre nom célèbre dans le domaine du stress, le docteur Laborie. Il s'agit évidemment d'expériences sur les rats et les souris. Je constate d'ailleurs que les scientifiques ont beaucoup d'affinités pour ces pauvres petites bêtes, mais je doute que ce soit réciproque. Enfin bref, dans ces expériences sont étudiées les différentes situations suivantes et leurs conséquences. Je peux prévoir ou pas une situation de stress, je peux agir ou pas sur cette situation, et je peux externaliser ou pas ce qui se passe en moi. Dans notre expérience avec nos pauvres petites bêtes, eh bien, le groupe témoin, le groupe cible, permettait d'étudier en fait les conséquences du stress en fonction de la grosseur moyenne des ulcères que les expériences avaient générés. Dans la première expérience, les rats se prenaient quelques décharges électriques dans les pattes. Dans la deuxième, ils pouvaient avant être prévenus par un signal lumineux. Et dans la troisième expérience, s'ils appuyaient sur un bouton à l'arrivée du signal lumineux, alors ils pouvaient éviter la décharge. Il en résulte que ceux qui ne sont pas avertis d'un stress imminent sont plus touchés que ceux qui sont avertis. Mais il apparaît encore pire d'être averti et de ne pas pouvoir agir. On constate enfin que ne pas externaliser son mal-être a plus de conséquences négatives que de pouvoir l'exprimer. Concernant notre nature humaine, quelle que soit l'origine du stress, nous pouvons agir, nous développerons plus tard les différentes solutions possibles, et il est en tout cas évident qu'intérioriser les choses et tout garder pour soi a un impact négatif plus grave que d'apprendre à communiquer et à exprimer ce qui se passe en nous. En fait, le stress ne se définit pas, par exemple, par ses conséquences émotionnelles ou physiques. La définition du stress est la différence existante entre quelque chose que l'on veut faire ou que l'on doit faire et les moyens ou les ressources que l'on a pour y arriver. La demande peut être un objectif que vous vous fixez vous-même, mais peut être trop élevé, ou une demande extérieure comme un impératif professionnel ou situationnel. Les moyens et les ressources peuvent correspondre à des notions de temps, des notions d'argent, des notions de compétences, de la connaissance, des relations, un réseau relationnel par exemple, etc. Et j'irai même plus loin, c'est ce qu'on appelle la double évaluation. Au-delà de l'existence de cette différence et de la différence qu'il peut y avoir entre une demande et les ressources, il s'agit surtout de la différence entre ce que vous percevez de la demande ou de l'objectif et ce que vous percevez de vos ressources
ou des moyens que vous avez. Cela signifie que non seulement on peut réfléchir à comment j'agis sur la différence entre la demande et les moyens, mais que l'on peut aussi surtout agir sur la façon dont on perçoit les choses. Il est donc ici mis en évidence, justement, voilà, que le regard que l'on a sur les choses peut même être encore plus à l'origine de notre stress que les choses elles-mêmes. Vous comprenez ici directement le lien qu'il y a entre la confiance que l'on peut avoir en nous et le regard que l'on porte sur ce que l'on pense de nos ressources. Prenons quelques exemples. Imaginons que je suis dans un cadre professionnel, on me donne un objectif à faire, à réaliser. Il s'avère que je considère que cet objectif est assez facile, j'ai le temps, j'ai les compétences pour le faire, tout va bien. Imaginons maintenant que, de façon assez soudaine, je gagne au loto et je puisse partir 3 semaines en vacances. Génial! J'ai juste 3 heures pour préparer mon départ. Et bien là, on voit clairement que la différence entre le temps que j'imagine devoir avoir besoin et ma perception du temps que j'ai, seulement 3 heures, là il y a un écart entre les deux en termes de durée. Et évidemment, je vais commencer à stresser. Je n'imagine pas pouvoir préparer mes vacances en 3 heures. Alors ça, ce sont des événements extérieurs. Je peux aussi stresser à cause juste de simples pensées. Je suis au mois de septembre, je passe mon bac au mois de juin de l'année prochaine. Eh bien, dès le premier jour, je peux déjà imaginer que je ne vais pas y arriver. Vous voyez que le point initial ici, c'est juste une pensée, évidemment avec une perception de ce que je dois faire et une perception des moyens que j'ai. Une autre définition, avec une approche beaucoup plus professionnelle, est celle-ci. Elle a été établie et négociée avec un certain nombre de structures européennes, la Confédération européenne des syndicats de salariés, l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, le Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général, etc. Et ce sont d'ailleurs ces différentes institutions qui avaient déjà conclu 4 autres accords européens sur le congé parental, le travail à temps partiel, les contrats à durée déterminée et le télétravail, ce dernier point en juillet 2002. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour pouvoir lire tranquillement cette définition et nous passerons ensuite à la suite. Nous aborderons dans un prochain module les stratégies de coping, c'est-à-dire les différents modes de pensée et croyances que l'on peut mettre en place pour gérer positivement une situation stressante. Néanmoins, il y a déjà une suite de questions qui découlent de ces définitions et qu'il est important de se poser si l'on veut pouvoir prendre du recul. Premièrement, quelle est ma perception de cette situation? Cela peut déjà aider à prendre du recul et à mieux comprendre les choses. Deuxièmement, quelle est ma perception de mes ressources? Cette deuxième question peut permettre de relativiser un manque de confiance. Par exemple, quand cette analyse est devenue plus factuelle et plus réaliste, il importe alors d'imaginer les 3 scénarios suivants. Quelle serait dans cette situation la pire des choses qui pourraient arriver? Puis, quelle serait la moins pire? Puis, quelle serait la meilleure des choses qui puissent arriver? Et enfin, raisonnablement, que va-t-il potentiellement se passer? En général, ça permet de prendre de la distance par rapport au pire des scénarios pour devenir un peu plus réaliste. Ce sont ces mêmes questions que vous pouvez poser à quelqu'un en situation de stress si vous voulez l'aider à un peu dédramatiser. Il apparaît alors qu'il y a peut-être des solutions auxquelles nous n'avions pas pensé initialement, notamment et très souvent aller chercher de l'aide, quand un soutien peut s'avérer utile, aller chercher des informations, sans lesquelles décider est de toute façon impossible et prématuré, négocier un changement de priorité quand on manque de temps, un délai quand on manque de moyens, bref, rentrer dans un mode plutôt habituel de résolution de problèmes. Et quand nous sommes dans une situation sur laquelle nous ne pouvons pas agir, option numéro 2, alors la solution, puisqu'elle ne peut pas être à l'extérieur, face à cette situation, sera à l'intérieur de soi. C'est dans cette situation où les méthodes de relaxation sont incontournables.
Elles vont permettre de mieux gérer l'impact émotionnel et nos capacités de raisonnement en calmant les choses, en prenant de la distance et du recul, afin de les accepter peut-être plus facilement et de mieux se préparer pour la suite des événements. C'est de cette façon que nous pourrons arrêter notre rumination cérébrale qui, en général, a plutôt tendance à s'amplifier avec le temps, et donc de dédramatiser de plus en plus ce qui aurait tendance à nous prendre la tête. Nous avons malheureusement pris l'habitude d'avoir une activité cérébrale permanente. Il nous faut réapprendre à calmer et à canaliser cette dépense d'énergie, en général inutile, puisqu'elle est soit centrée sur le passé quand on rumine, soit centrée sur l'avenir quand on s'inquiète. Mais beaucoup plus rarement sur le présent, seul moment pourtant où on peut réellement agir. Réfléchissez la dernière fois que vous attendiez une personne qui était en retard. N'avez-vous pas imaginé à un moment donné que peut-être elle avait eu un accident ? Vous retrouvez ici une autre représentation de ce même mode de raisonnement. Face à une situation potentiellement stressante, si je l'aperçois comme une menace et que je ne peux rien faire, je vais pratiquer sur moi des méthodes de relaxation. Par contre, si je ne perçois pas celle-ci comme une menace ou si je pense pouvoir y faire face, alors tout va bien. Pour bien comprendre le stress, il est important de connaître le SGA, syndrome général d'adaptation. C'est un fonctionnement en 3 étapes. La première étape est le signal d'alarme qui se déclenche en nous à partir du moment où la situation de stress se présente. Cela va générer des sursauts, une bouffée de chaleur, le cœur qui s'accélère, des sueurs, des frayeurs, etc. C'est ce qui arrive quand par exemple nous entendons claquer une porte chez soi, ou quand nous voyons un dossier professionnel supplémentaire arriver sur notre bureau. C'est ce qui permettait d'ailleurs à Cro-Magnon de réagir immédiatement quand il était face à un ours. Ce signal d'alarme lui permettait d'augmenter l'adrénaline dans le sang, donc dans les muscles, de potentiellement la nuit ouvrir un peu plus les pupilles, de courir beaucoup plus vite qu'il n'avait l'habitude de le faire, de réveiller son système nerveux, et donc de réagir en conséquence et en urgence, en fuyant le plus rapidement possible. Malheureusement, ce fonctionnement corporel, même s'il nous est encore assez rare de rencontrer des ours, continue, lui, à agir de façon archaïque et exactement de la même façon. Et ça, on le vit à peu près 20 fois par jour. Pas les ours, mais ce système de réaction là, de signal d'alarme. Très souvent d'ailleurs, la situation passe, on récupère et tout va bien. D'ailleurs, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut se déclencher par un élément factuel, mais c'est aussi quelque chose qui peut se déclencher simplement par une pensée. Ai-je bien fermé la porte de la maison ? N'ai-je pas oublié le robinet de la baignoire ? Etc. À la deuxième étape, c'est le moment où nous allons traiter la situation. Et donc nous allons dépenser de l'énergie, puisque le dynamisme, le temps, voilà, c'est toute cette énergie personnelle qui va être nécessaire pour gérer cette situation à l'extérieur et peut-être aussi à l'intérieur, dans ce qui se passe en nous. Évidemment, vous avez bien compris donc qu'il s'agit d'une dépense d'énergie pour gérer la situation ou pour gérer les conséquences de cette pensée. Vous pensez bien que si ça s'installe dans le temps, alors il va arriver un moment où nos ressources seront épuisées, où la fatigue sera trop grande, alors que la demande sera encore présente. L'écart entre la demande et les ressources sera alors trop grand pour que nous puissions continuer à y faire face. Notre réservoir de ressources, c'est une situation, quand il va s'épuiser, qui potentiellement sera à l'origine de ce qu'on appelle maintenant les burn-out. Nous développerons une autre vidéo sur le fonctionnement hormonal de chacune de ces étapes. Mais pour celle-ci, je vous raconterai juste l'histoire de la grenouille. Si vous déposez une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, il est évident qu'elle va gigoter, qu'elle finira par avoir les pattes qui touchent le bord ou le fond,
et qu'elle pourra s'extraire de cette casserole en un bond, comme seules les grenouilles en ont le secret. Par contre, si vous déposez la dite grenouille dans une casserole d'eau froide et que vous faites chauffer l'eau tout doucement, eh bien la dite grenouille, elle va s'habituer et n'aura donc aucun besoin de vouloir en sortir puisqu'elle s'habitue. Et vous avez bien compris que le destin de la grenouille s'avère alors funeste. Dans le monde professionnel, nous sommes d'abord embauchés pour effectuer quelques missions bien identifiées. Puis celles-ci vont se diversifier, devenir de moins en moins identifiées, de plus en plus nombreuses, et puis nous pourrons être amenés à effectuer une tâche exceptionnelle supplémentaire, puis remplacer quelque temps un ou une collègue, puis participer à un ou deux projets. Et sans nous rendre compte, nous allons épuiser notre réservoir de ressources. Il est donc important d'identifier clairement notre charge de travail et de se donner des limites sur les horaires de la journée. Par exemple, de demander de l'aide sur quelles sont nos priorités et d'apprendre à négocier pour ne pas dire oui systématiquement, mais parfois, peut-être, différer des choses et les étaler dans le temps. Voici donc un résumé de certaines des notions abordées ici. Gérer son stress nécessite des ressources qu'il est important de reconstituer régulièrement. Pratiquer des méthodes de relaxation régulières vous permettra d'avoir ce réservoir toujours suffisamment présent pour gérer au mieux les situations difficiles. Le stress est positif dans le sens où c'est grâce au stress, donc à notre nécessité d'adaptation, que Cro-Magnon a pu évoluer et est devenu ce que nous sommes maintenant. Enfin, ceci dit avec de larges libertés historiques et archéologiques, puisqu'il semblerait que ce ne soit pas Cro-Magnon, mais plutôt Néandertal. Enfin bon, je laisse les experts se positionner sur ce point. C'est le fait que la situation s'installe dans le temps et que nous ne mettions pas nos ressources au niveau suffisant qui engendre des effets négatifs. Enfin, souvenez-vous qu'il s'agit d'abord de la perception que nous avons sur les choses, puis de la taille de l'écart qu'il y a entre ce que l'on nous demande ou ce que nous, tout seuls, on souhaite faire, et là, attention aux idéalistes ou aux perfectionnistes, et les moyens que nous avons à disposition pour le faire. Temps, compétences, argent, capacité à agir, etc. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez continuer à échanger ou si vous avez des questions. Et en téléchargeant notre documentation sur le site écoledustress.com, nous pourrons vous tenir au courant de nos futures vidéos, de nos publications et des séances questions-réponses que nous organisons régulièrement et à distance.